À la une de l'actualité, cet exercice auquel plus de 7000 Martiniquais ont participé. Dans plusieurs communes de l'île, il a fallu jouer le jeu de l'état d'urgence et vivre comme si existait vraiment la menace d'un tsunami. Moins de vols au départ de Paris, c'est le constat qui alarme les professionnels du voyage et le comité martiniquais du tourisme. Depuis la saison dernière, Air France et XL Airways ont réduit leur rotation transatlantique de près de 20%. 4 lignes à l'arrêt. Depuis une semaine, les chauffeurs de la Sotravom, co-traitant du réseau Mosaïque, sont en grève. Les bus du service minimum ont été caillassés et l'échelle chérois se retrouve donc à pied. Enfin, on prendra un bol d'air musical avec le second souffle de Saïk. Demain, il sera en concert à l'Atrium à 20h pour le plus grand bonheur de ses fans martiniquais. Saïk qui sera notre invité tout à l'heure. Bonsoir à tous, vous voyez peut-être s'afficher sur votre écran, vous l'avez peut-être vu en tout cas aujourd'hui vers 10h28, ce message d'alerte tsunami. C'est celui que vous auriez reçu s'il y avait véritablement ce genre de menace en Martinique. Il a été diffusé, je vous le disais ce matin, à 10h28, très précisément dans le cadre d'un exercice grandeur nature. La vague géante serait née d'un séisme de magnitude 8,5 au Panama et menacerait la Martinique. Ça, c'est le scénario. Les autorités et les secours se sont prêtés au jeu dans plusieurs communes. La population n'a donc pas eu le choix et tous ont dû se glisser dans la peau d'une personne en réel danger. Une opération à laquelle a participé cette année le Dragon 972, l'hélicoptère de la sécurité civile. L'occasion de voir la scène depuis le ciel afin d'évaluer et d'améliorer également le dispositif existant. Retour sur cette catastrophe imaginaire aux Salines avec Hélène Renaud et Isabelle Ferrière. Tout est calme sur la plage des Salines avec sa mer d'huile. Le calme avant la tempête, un tsunami arrive sur nos côtes. Voilà les premières consignes, donc la vague va arriver avant midi et la seule zone de l'aéroport qui ne sera pas inondée, ça sera la zone militaire. C'est le branle-bas de combat, l'hélicoptère de la sécurité civile doit rejoindre au plus vite le sud de l'île. Aujourd'hui, Dragon 972 va être utilisé comme moyen de communication en fait, pour transmettre un message d'alerte aux populations qui ne sont pas joignables par téléphone ou par les moyens classiques de communication. Donc on peut penser particulièrement aux zones fréquentées par les touristes, les plages ou des zones éloignées des axes couramment employés. Direction les Salines, il s'agit d'évaluer le système d'alerte. Au même moment, une quarantaine d'États caribéens jouent le jeu. L'exercice a lieu chaque année, mais pour la première fois, l'hélicoptère de secours entre en scène. Les autorités ont moins de 3 heures pour agir. On a les moyens d'alerte traditionnels. On a voulu tester un moyen d'alerte exceptionnel aérien avec l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon, qui passe effectivement et qui diffuse un message audio et qui diffuse un message visuel à la population présente sur la plage des Salines. Les Salines sont particulièrement exposées au risque de tsunami. Cette plage de 22 km est la plus fréquentée de l'île avec 2 millions de visiteurs chaque année. Sa faible élévation décuple le danger. La mission de l'hélicoptère, faire évacuer les baigneurs. Je ne pensais pas que la Martinique avait des risques de tsunami. Et d'ailleurs, j'étais bien étonné quand on nous a demandé de faire cet exercice parce qu'on n'y pensait pas du tout. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'informations justement pour ça. J'ai pas entendu le message de l'hélicoptère, mais j'ai appris qu'il fallait se diriger sur un point haut. C'est vrai que le bruit des pales de l'hélicoptère cachait ce qui se disait, mais je veux dire, quand on voit un dragon qui est au-dessus de nous et qui intervient, c'est qu'il y a forcément un souci. 13h04, fin de l'alerte, l'heure du bilan a sonné à la cellule de crise. L'exercice est utile, d'autant que le risque de tsunami reste sous-estimé et méconnu en Martinique. Sur l'île, plus de 7000 personnes ont participé à l'exercice, un bon début mais qui reste insuffisant selon les autorités. C'est un risque relativement récent, pris en compte par les services opérationnels récemment. La preuve, on est encore en train, nous, d'élaborer une réponse opérationnelle au tsunami. Les maires n'ont pas du tout, dans leur plan commune de sauvegarde, n'ont pas de volet encore tsunami, sinon la commune du François. On doit encore réaliser ce travail de planification, écrire des plans, qu'est-ce qu'on ferait selon le type de tsunami. En cas de réel tsunami, un seul réflexe, rejoindre au plus vite les hauteurs ou les refuges les plus proches.
On reste dans les airs, mais en avion, où il est d'ailleurs difficile de trouver une place en ce moment. Moins 22% des vols sur XL Airways, moins 16% sur Air France. Si l'on compare avec la saison 2013-2014, les vols de ces deux compagnies en provenance de Paris et à destination donc de la Martinique sont bien moins nombreux. Une baisse lourde de conséquences selon les professionnels du secteur et le comité martiniquais du tourisme. Le reportage de Loïc Régis. Sur les sites de réservation en ligne, les places sont rares et surtout très chères. À l'approche des vacances de Pâques, il y a peu de billets disponibles sur les vols Paris-Fort-de-France, Fort-de-France-Paris. Un constat réalisé dans cette agence de voyage. On a une diminution des rotations. Donc Air France, ils avaient avant deux vols par jour. Maintenant, sur certains jours, on passe à un vol par jour. Les autres compagnies avec Air Caraïbes et Corsair, avec leur accord de code share, donc on n'a pas des vols tous les jours avec ces compagnies. Donc voilà, donc effectivement, on constate une baisse des rotations vers la métropole. Mais les difficultés pour trouver un billet ne seraient pas uniquement liées à la période. Deux compagnies aériennes ont réduit leur nombre de vols, moins 22% pour XL Airways et moins 16% pour Air France. L'impact est immédiat sur le secteur touristique. C'est problématique pour bien sûr le tourisme de loisirs, qu'il soit en hôtel, en gîte, en villa ou autre lieu d'hébergement, mais aussi pour la clientèle d'affaires. Et quand on sait de plus que la clientèle réserve de plus en plus tard maintenant grâce à des offres promotionnelles ou des ventes de dernière minute, un, les tarifs sont chers parce qu'il n'y a plus de place, et deux, les clients ne se déplacent plus. Une situation incompréhensible pour les instances touristiques. La présidente du CMT a rédigé un courrier à la direction d'Air France. Nous avons manifesté notre mécontentement quant à ce désengagement de la compagnie Air France sur la desserte Paris-Fort-de-France. Ceci dès le mois de décembre. Il nous a été répondu qu'il s'agissait d'une adaptation conjoncturelle puisque la compagnie traverse des difficultés. Mais le résultat fait qu'aujourd'hui, la destination souffre, non pas d'offres, mais de la demande, puisqu'il y a encore beaucoup de touristes qui veulent venir séjourner chez nous. Et le résultat fait que nos hôteliers notamment accusent une baisse de 8 à 9 points de leur taux d'occupation du fait que tout le monde ne puisse pas aujourd'hui trouver de disponibilité. Une pénurie de billets qui pourrait se poursuivre jusqu'en juillet selon les spécialistes. Malgré nos sollicitations, la direction d'Air France Martinique n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Et notez, puisqu'on parle d'avion, que des nouvelles passerelles reliant donc l'avion à l'aéroport vont être installées. Les pièces détachées sont arrivées au port de Fort-de-France, des pièces venues d'Espagne qui vont être acheminées par convoi exceptionnel cette nuit. Une fois en service, elles remplaceront le matériel existant, vieux de 20 ans déjà. Un investissement sur 5 ans qui coûte plus de 100 millions d'euros à la SAMAC et que vous allez peut-être croiser ce soir. Soyez donc prudents sur les routes si vous croisez ce fameux convoi exceptionnel. En bref, retour sur Terre où il ne reste que 4 jours avant le deuxième tour de l'élection municipale partielle à Saint-Pierre. Hier, Éliane Sesto-Gustave, soutenue par le PPM, a confirmé qu'elle se ralliait à Christian Raffa. De son côté, le RDM a rappelé son soutien à Raphaël Martine. Les forces martiniquaises de progrès, quant à elles, ont rappelé par voie de communiqué qu'elles ne s'engageaient pas dans cette élection et qu'elles n'accordaient son soutien à aucun candidat. C'est une entreprise qui espère cartonner, c'est bien le cas de le dire, mauvais jeu de mots pour parler de la toute première cartonnerie de Martinique. Après la Guadeloupe en novembre dernier, c'est donc chez nous qu'a ouvert la structure. Depuis environ une semaine, elle fabrique des cartons d'emballage dans son usine installée à la zone industrielle de la Semère, au Robert. Hier, elle a été inaugurée en présence des acteurs de la filière banane qui profiteront largement de ces cartons et du président du conseil régional, le tout sous l'œil attentif de la caméra de Guy Raphaël René. Après la cérémonie officielle, place à la visite. Ici, en début de chaîne, ce sont des plaques de carton assemblées en Guadeloupe et fabriquées à base de papier craft américain qui servent de matière première. Ensuite, ces plaques sont la conjonction de différentes couches de papier. Ça peut aller jusqu'à 5 couches de papier. Donc nous avons une usine, ce qu'on appelle une machine, une onduleuse en Guadeloupe, qui permet de coller ces différents papiers. Donc ça produit des plaques. Et ensuite, ces plaques sont transformées sur des machines de ce type pour permettre les impressions, les découpes et les pliages. Une aubaine pour les acteurs de l'industrie locale qui étaient obligés d'importer leurs cartons. Dorénavant, ils pourront mieux maîtriser leurs coûts de production, mieux gérer leur stock de cartons importés. De nombreux avantages pour plus de compétitivité. Moins de contraintes au niveau du port pour le transport des cartons parce qu'il y a quand même l'octroi de mer. Il y a aussi
Il y a toutes des grèves aussi, des fois on a besoin des cartons, peut-être on peut ne pas l'avoir au moment où nous le voulions. Et puis aussi ça va nous permettre de maîtriser, parce que tout est économiquement parlant aussi, de maîtriser notre façon de travailler. Ça permet d'avoir une souplesse d'approvisionnement qui est intéressante. On utilise en moyenne 200 000 cartons, 200 000 caisses par an. Donc voilà, donc on est gagnant et ça diminue aussi les volumes de stock à conserver donc, dans nos entrepôts. Donc nous sommes, nous industriels, à ce moment-là gagnants sur toute la ligne. Un nouvel outil au service de la production locale qui permettra à de nombreuses filières de sortir de la logique d'importation. Le fait de mettre une unité de production de carton ici en Martinique, franchement, ça donne beaucoup d'espoir. Ça montre bien qu'on peut sortir de la prison de l'importation pour s'émanciper par l'ouverture sur la production locale, y compris certainement demain matin prospérer vers l'exportation de carton ailleurs. Je pense à Haïti, je pense à Saint-Domingue, je pense à Sainte-Lucie, parce que ce n'est pas que du carton pour la banane. À terme, ce sont 8 millions de boîtes en carton qui seront produites chaque année dans cette usine, qui devrait aussi générer la création d'une vingtaine d'emplois. Et justement, les emplois, les chiffres du mois de février 2015 ont été publiés aujourd'hui. Fin février, on comptait donc 44 523 demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité en Martinique, soit 0,8% de plus que le mois précédent, janvier 2015. Sur un an, on observe néanmoins une baisse de 1,6%. Voilà la bonne nouvelle du jour. Toujours en bref, l'aide d'urgence promise aux marins-pêcheurs de Grand-Rivière le 19 mars dernier sera votée le 2 avril prochain. C'est ce qu'annonce en tout cas le Conseil général aujourd'hui. Il s'agira d'une indemnisation des jours de blocage de port qui concernera donc l'ensemble des professionnels enregistrés au rôle. Au chapitre social maintenant, les élèves de maternelle de l'école Raphaël Jolivière à Pointe-à-Pitre n'ont pas pu aller à l'école aujourd'hui. Le personnel de l'établissement a débrayé ce matin pour dénoncer l'agression d'un agent de l'école par un parent hier. Un événement qui a choqué les salariés. Ils réclament désormais plus de sécurité, comme ils l'ont confié à Linda Kayarsi. Au lendemain de l'agression d'une ATSEM par un parent d'élève à la sortie de l'école, l'émotion est toujours vive. Elle s'en est pris à l'ATSEM lui disant qu'elle allait lui trancher la gorge, etc. Beaucoup de violence verbale. J'ai pu la calmer, elle est donc sortie de l'école. Et à un moment, j'entends un cri disant « elle est revenue, elle s'est enfermée dans la classe ». Donc j'ai tout de suite appelé la police. Entre-temps, elle avait eu le temps de rattraper Madame Rochemont, de la tenir par les cheveux et de bien la bousculer. Une violente agression qui a provoqué la colère de toute la communauté scolaire. Conséquence, il n'y avait pas école aujourd'hui. Agression violente, agression que nous jugeons inacceptable, surtout agression sur le lieu de travail, que nous condamnons vivement et que nous avons demandé que dans l'immédiat, nous avons interpellé l'administration rectorale, nous avons interpellé aussi la collectivité municipale pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table et trouver des solutions pour amener un climat d'apaisement au sein de l'école. Un retour à un climat d'apaisement qui passe par davantage de sécurité. Vis-à-vis de ce qui s'est passé, de l'agression d'une Axel ici, et il y a 8 jours de ça, une arrestation d'un parent qui s'est produit à l'enceinte de l'école, de la maternelle. Alors vis-à-vis de ça, vous voulez qu'avoir plus de sécurité pour les enfants, pour les enseignants et pour les agents. La mairie prendra des dispositions en mettant la police municipale à l'entrée pour sécuriser. Une plainte que le maire va déposer suite à un rapport que fera la directrice avec copie. Ce sera fait. Une cellule d'écoute au passage qu'on a vu avec le rectorat en mettant ensemble une cellule. Une rencontre est prévue demain entre les acteurs de l'éducation et la municipalité. En attendant, les écoliers vont devoir faire preuve de patience avant de pouvoir retourner en classe. Voilà pour la Guadeloupe, on reviendra plus en détail sur les grèves en Martinique dans votre JT des communes dans un instant. Notez néanmoins en bref que le mouvement de grève des agents administratifs et enseignants du campus caribéen des arts est terminé. Ils ont repris le travail normalement ce matin. La journée porte ouverte prévue vendredi est donc maintenue. Elle permettra aux lycéens et aux étudiants qui le désirent de visiter le campus, de découvrir les formations artistiques qui y sont proposées. Un programme qui se déclinera entre animation, ateliers et échanges avec les étudiants du CCA. Et la journée se terminera par un concert d'Olga Valiente.
La journée de l'eau, la semaine dernière, a ouvert toute une réflexion sur notre gestion de l'eau et sur l'impact humain sur les milieux marins. Des questions portées par les ambassadeurs bleus. Depuis 3 mois, ils vont à la rencontre de la population dans les rues. Vous le voyez ici à Fort-de-France. Leur mission est toute simple, récolter les avis des Martiniquais sur notre façon de gérer l'eau à la maison. À terme, ils les utiliseront pour définir un plan de gestion de l'eau qui prenne en compte l'opinion du plus grand nombre. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Elodie Toto. Les ambassadeurs bleus ont été mis en place pour recueillir l'avis du public. Parce que ce qui est important, c'est que l'ensemble de la population participe à cette consultation, s'implique dans les mesures qui vont permettre d'avoir une eau de bonne qualité en Martinique. Globalement en Martinique, concernant la question sur le prix de l'eau, que ce soit au nord, au centre ou au sud, les gens sont tous d'accord pour dire que le prix de l'eau est trop cher. Donc on leur explique bien que ce n'est pas l'eau qu'ils payent, mais c'est le service à l'eau. Donc là on fait bien la différence. Mais il y a quand même des personnes qui sont très réticentes à ce qu'elles payent parce que les taxes sont trop élevées. En bref, la région Martinique avait investi 60 000 $. L'Arche du Retour a été inaugurée aujourd'hui à New York sur l'esplanade des Nations Unies. Il s'agit d'une œuvre d'art rendant hommage aux victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Un mémorial permanent élaboré par l'architecte haïtien Rodney Léon. Une délégation martiniquaise emmenée par le conseiller régional Jean Cruzol et la présidente du CMT, Karine Roy-Camille, est partie assister à cette inauguration. Ils ont pu découvrir une statue de 6 mètres en marbre blanc, riche donc d'histoire et pleine d'espoir pour l'avenir. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Sainte-Anne où la grève des agents municipaux se poursuit toujours, bloquant toujours l'école de la commune. Et puis on ira également s'attabler ensuite chez Manita à Grand'Anse pour manger sa spécialité, les balaoufris. Préparez vos assiettes. Voilà, tout cela, c'est dans le JT des communes et c'est tout de suite. Le JT des communes qui commence donc à Sainte-Anne où la grève des agents municipaux continue. Ce matin, la place de la mairie était occupée par les grévistes affiliés à la CGTM-SOM. Hier, ce sont les parents d'élèves excédés par cette grève qui manifestaient sur cette même place. Depuis le 16 mars dernier, l'école de la commune est fermée. Aujourd'hui, les grévistes devaient être reçus à 11 h à la mairie. Un rendez-vous pris dès le début de la grève, mais trop tardif selon les syndicalistes qui estiment que le maire fait traîner les choses. Écoutez, le secrétaire général adjoint de la CGTM-SOM, il répond à Isabelle Ferrière. Le pas a été fait maintes fois par les syndicalistes, mais le maire a été jusqu'au bout de ce qu'il avait dit au départ. Le maire a dit qu'il allait nous recevoir et on a vu ce que ça a causé, qu'il n'y ait pas école. Il n'y a pas eu d'agressivité. Il y a des parents qui ont dit bon, mais nous aussi nous sommes dans la galère, nous n'avons pas d'argent, mais les parents, quelques parents ont compris. Mais c'est vrai, ils veulent, nous aussi, nous avons des enfants à l'école. Ils veulent que leurs enfants apprennent. Et monsieur le maire, durant sa campagne électorale, et avec nous aussi, il a toujours dit qu'il veut l'excellence pour les enfants de Sainte-Anne. S'il voulait l'excellence pour les enfants de Sainte-Anne, dès le premier jour, il pouvait venir en négociation. On quitte l'extrême sud pour le centre et notamment Schellcher où il est difficile de se déplacer. Depuis une semaine, le réseau Mosaïque y est bloqué par la grève des salariés de la Sotravom, une entreprise co-traitante du réseau qui dessert 4 lignes, Ravintouza Campus, Pointe-Simon, Rectorat et La Colline et Saint-Joseph Bois du Parc. Une paralysie dont les premières victimes sont bien évidemment les usagers. Océlia Cartès et Elodie Toto. Bientôt 2 semaines que les usagers des bus desservant Schellcher sont ralentis dans leurs déplacements. Ce matin, au terminal de la Pointe-Simon, l'heure est à la débrouille. S'il n'y a pas d'autres bus, mais je serai obligée de patienter beaucoup plus de temps, alors que s'il y avait le 110, peut-être que j'aurais pris moins de temps en fait. Là, il n'y a pas de bus et là, je suis peut-être obligé de prendre le taxi. Alors, vous attendiez à quoi là par exemple ? À avoir un bus, parce que comme je suis avec la petite, avoir un bus pour pouvoir aller à Madiana. La CACEM a d'abord proposé un service minimum pour pallier les perturbations. Alternative finalement suspendue en raison de plusieurs incidents comme le caillassage de certains véhicules. Les passagers n'ont d'autre choix que d'emprunter les lignes annexes. La CFTU met en place des bus, dont les bus la 100 qui va vers le campus. Et du campus, ils mettent en place un bus normalement qui fait une partie comme la 105 de Thierville. Alors la CFTU essaie de réagir face à ça assez vite, assez rapidement, pour permettre aux usagers justement de pouvoir voyager en toute liberté. En cause, une grève à la Sotravom, l'une des sociétés co-traitantes du réseau Mosaïque.
Au centre du conflit, les salaires et deux licenciements jugés abusifs. En 2013, nous avons signé un protocole demandant aux patrons de nous payer nos salaires le premier, et ce qui n'a pas été fait en 2013. En septembre 2014, nous avons encore signé un protocole, alors que la CACEM s'engageait à verser les fonds le 20 pour que les salariés soient payés le premier. Et nous constatons aujourd'hui que c'est toujours pas fait. Pourtant, ces documents attestent bien du versement des salaires de manière régulière, d'où l'incompréhension du côté de la direction. Concernant les licenciements, le directeur de la Soutravom affirme que les salaires étaient en situation de faute grave. Les deux parties arriveront-elles à s'entendre? Pour l'heure, le dialogue est rompu et les usagers doivent prendre leur mal en patience. De manière un peu plus légère, chose promise, chose due, allons maintenant à la rencontre d'un des artistes les plus en vogue du moment. Demain, il sera sur la scène de l'Atrium à 20 h, mais avant, petit détour par notre plateau. Bonsoir Saïk. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est un grand plaisir. Avant d'échanger avec vous, je vous propose de nous mettre un peu dans l'ambiance pour revoir un peu ce que vous faites avec cette petite sélection de vos clips de 2011 à 2015. Avec grand plaisir. Compilés par Volana Razafi Manansoa. Soso Jacques a chanté, si mon frère Jacques a soufflé, oui nous qu'à s'avouer, en journée qu'on s'y sont derniers, nous aimés, à vous tous et nous si on va rater, nous aimés, y'a qui sont les cas c'est puis nous pas rappeler, wakon boita, wakon mata, wakon yana, wow, wakon boita, wakon mata, wakon yana, come from Guadalajara, to Trinidad, mon monde peut pas faire nous réquiller Haïti, oh na 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 na. Put your drinks up, and now we vibe up, because it feels good every time we link up. We come from Guadalajara, and Trinidad, we turn we swag right up, nobody can stop we now. When you wake up in the morning, you can see the sun shining. Caribbean we the best, we mash up the place, everybody coming. Cabine là sous pont l'eau de rosé, Bokel ou même on accosté, pas qu'à mélanger moi y'avait bossé, j'ai connaître qu'il y a plein jalousie, à innover on pas connaître la routine, vous pouvez suivre mais avant il fait un côté, ou déclarer on est en saucé, après ça faut pas qu'il y a dossier. Murder. Et nous voilà donc en 2015 avec cet album Second Souffle sorti en 2013, deux ans déjà. Qu'est-ce que ça représente ce Second Souffle? Est-ce que c'est l'âge de la maturité? Pour moi, c'est l'album de la maturité, dans la mesure où c'est un album où j'ai laissé parler mon cœur, tout simplement. Par rapport à déjà, suite à l'incident qui m'est arrivé en 2013, en 2012, j'ai eu un incident, j'ai été hospitalisé, je suis passé très près de la mort, donc je suis revenu de très loin. Donc c'était pour moi un album de la renaissance, quoi. Second souffle, c'est vraiment un second souffle musicalement et physiquement. Tout à fait, c'est tout à fait une renaissance. Et du coup, voilà, les messages qui sont développés, les thématiques que j'ai abordées dans cet album sont vraiment assez réalistes. Il y a un petit peu de tout. C'est vraiment très varié. C'est très coloré, il y a un peu de tout vraiment. Il y a plusieurs sentiments, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a un peu de tout, quoi. Il y a de tout comme dans le monde. Voilà, tout à fait. Vous faites partie de cette petite vague d'artistes qui a transformé son reggae dancehall en autre chose, qu'on ne saurait pas vraiment qualifier, un peu comme Kalash d'ailleurs, je pense à lui qui lui aussi transforme son dancehall en autre chose. Vous expérimentez finalement d'autres styles. Ça semble difficile aujourd'hui pour les artistes de se cantonner à une seule case. Vous n'êtes plus un artiste reggae dancehall, vous êtes... Non, c'est clair qu'aujourd'hui, je me considère vraiment comme un artiste tout court, qui fait de la musique, peu importe le style. Caribéenne avant tout. Notre musique, c'est vrai qu'elle est partie du reggae dancehall à la base et qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les influences et l'évolution de la musique globale qu'on a dans le monde, donc on a plusieurs sonorités qui s'y rajoutent, quoi, tout simplement, et ça nous donne, voilà, des fois on a des morceaux club, des fois on a des morceaux acoustiques, évidemment.
voilà, on essaye aujourd'hui vraiment d'élargir notre musique au maximum, de manière à toucher un maximum de personnes, tout simplement, quoi. Tout comme Kalash, c'est la même chose, quoi, de toute façon. Dans votre élargissement, vous avez d'ailleurs travaillé avec des artistes de l'Hexagone, comme Kenza Farah. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette rencontre? Ça a été une très belle collaboration, puisque Kenza Farah, c'est une artiste nationale, très connue dans la France, etc. Ça a été vraiment une très belle collaboration dans la mesure où, voilà, j'avais jamais, c'était pas mon terrain, quoi. Un morceau pop sur mon album avec une artiste R&B, ça n'avait jamais été fait de mon côté. Donc pour moi, c'était une première expérience, une belle expérience, puisque c'est une artiste très simple, très cool, très humble, et avec qui j'ai eu un super bon contact, un super bon feeling, et c'est une très grande artiste, quoi. Vous faites de la musique depuis que vous avez 14 ans, oui. Vous en avez fait un métier. C'est pas toujours évident quand on est jeune de dire à ses parents je veux être artiste, ce sera mon métier, ou de dire à ses proches de manière générale. Comment ils l'ont perçu, vos proches, quand vous leur avez dit je serai chanteur? En fait, je suis pas arrivé du jour au lendemain en leur disant bon, vous savez, je vais faire. En fait, c'est venu naturellement. Hein. Vous vouliez faire quoi initialement? J'étais à l'école comme tous les jeunes, j'étais en cours, j'avais d'autres objectifs quand j'étais plus jeune, mais j'ai rencontré la musique au cours de ma vie. Mais très jeune, j'avais peut-être 12-13 ans et je sais pas, c'est rentré, c'est vraiment quelque chose qui m'a transcendé, hein, comme on dit. Et depuis, je suis parti, je me suis mis à écrire et puis voilà, c'est de fil en aiguille. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui diraient que c'est pas un métier? C'est un métier, c'est un métier évidemment, tout ce qui nécessite un maximum de physique et de réflexion et voilà, c'est un boulot, c'est une entreprise, un artiste, c'est une entreprise à lui tout seul. Par contre, c'est un métier qui est difficile, quoi. C'est vraiment, je leur dirais que c'est un métier et en plus qui est difficile, dans la mesure où voilà, un artiste, voilà, il s'arrête jamais. Il travaille tous les jours, même les jours fériés. Enfin, on travaille tous les jours. Et surtout le week-end. Et surtout le week-end. Et le week-end chez vous, ça commence dès jeudi. Vous serez à l'Atrium donc dès demain pour présenter ce fameux album, Second Souffle, qui a déjà 2 ans. Qu'est-ce qui attend votre public à l'Atrium? Un répertoire assez comme ils connaissent déjà. Donc il y aura l'album et d'autres choses. Évidemment, l'album Second Souffle, oui. Du Welcome to My World, des nouveaux morceaux qui sont sortis durant l'année. Enfin, tout ce qu'ils connaissent de Psych, plus des artistes invités. Et voilà, avec un bon live, un bon orchestre, très bien préparé, super chaud, à frapper les caisses claires. Vous continuez à écrire en ce moment? Oui, oui. 2 ans depuis le dernier album, il faut quand même réalimenter. Oui, comme je disais, un artiste, il s'arrête jamais, quoi. En gros, on n'arrête jamais. Personnellement, je travaille non-stop. Actuellement, j'ai déjà l'équivalent d'un album, mais je ne me considère pas encore avoir un album. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de... Quand je travaille, je prends mon temps. Je préfère prendre mon temps et faire les choses correctement, en temps et en heure et tout doucement, tout à fait. Merci beaucoup, Psych. De rien, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. On vous retrouve donc demain, jeudi, à l'Atrium. À l'Atrium, à 20h, exactement. Merci beaucoup. Ça roule. On revient donc au JT des communes. En bref, le village de Pâques prévu demain après-midi à la Pointe-Fola, au Vauclin, est annulé. Une contrainte technique empêche la commune de le mettre en place. Il faudra donc attendre l'année prochaine pour profiter des douceurs de Pâques à la Pointe-Fola. Attention, travaux, puisque nous sommes au chapitre pratique. Le chantier du pont de Guigneron va entrer dans une nouvelle phase demain. À partir de 5 h du matin, les 2 voies du pont dédiées aux usagers en provenance du sud seront ouvertes à la circulation. Tous les usagers emprunteront donc ce nouveau pont. Néanmoins, ces voies resteront réduites à 2,50 m de large afin de poursuivre les travaux du 2e pont. En attendant, cette nuit, des travaux de raccordement et de marquage seront encore réalisés. Restez donc prudents sur cette portion de route et sur toutes les routes de manière générale. Attention également aux coupures d'électricité demain au Saint-Esprit de 8 h à 12h45 au quartier Bontemps-la-Cour, Four-à-Chaud, Thibault et chemin rural de Bontemps-la-Cour. Coupure également au François de 8 h à 12h45, quartier Fonts-Giromont, Saint-Laurent, Morne-Acajou, Morne-Gamelle et Rivière-Bambou. Et puis même combat à Trinité de 7h30 à midi au quartier Brin d'Amour, c'est joli, habitation Saint-Joseph et lotissement Les 80. Coupure d'eau également, décidément, cette fois-ci au Trois-Îlets de 8 h à 15 h dans le bourg et au quartier Vatable, village de la Poterie, le radar et domaine de Château-Gaillard. Enfin, un œil pour finir sur le GPS du don du sang. Demain, le camion de prélèvement de l'EFS sera stationné devant le bâtiment administratif
administratif de la cité scolaire France Fanon à Trinité. Ce sera de 9h à 13h et puis jusqu'à 16h, vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard. On termine avec une pause gourmande à Grand'Anse aux Anses d'Arlet. C'est là que Manita sert des balaoufris, une vraie spécialité qu'Hubert Bornil et Michelet François sont allés déguster. Regardez. Le matin, voilà. Et après, s'il le faut, on va lui redonner encore une petite cuisson de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je suis dans les balaoufris à Grand'Anse aux Anses d'Arlet. Il y en a beaucoup qui se rappellent de cette dame, Manita. L'affaire a été reprise par les enfants et notamment cette dame qui est derrière moi. Ici, c'est ça, Mounlé, balaoufri. Ah ouais, c'est pas ni balaou, pas ni Manita. Yvelise a repris l'affaire familiale à la suite de Manita, une grande dame que tout le monde connaît ici à Grand'Anse. Le client a demandé balaou gratin de Christophine. Et nos coquilles sont quand même bien. Je sais le matin, j'ai mon gratin à faire, je sais quel gratin je vais faire. Si j'ai de la papaye, je fais. Si je fais de la patate douce. Si je reçois du poisson par les pêcheurs de Petite-Anse. De la bourse, du marlin. À l'époque, l'aïeul de pêche s'appelait Mon Rêve et la fumée qui sortait de la cuisine de Manita interpellait naturellement les passants. Les gens de passage nous disaient pourquoi, vu les odeurs qu'on avait chez vous, pourquoi vous ne faites pas des balaous. Et ça m'est arrivé de faire des plats pour les clients de passage. Je leur préparais le plat pour le midi et puis ils passaient récupérer. Et puis après, on a dit bon, ben on a ouvert ça. Et avec la famille, tout le monde était dedans. Yvelise Brigitte a décidé de faire du petit restaurant un lieu incontournable pour ces balaoufris Paris gagné. J'ai des visiteurs qui viennent d'Allemagne qui me disent on a donné la petite carte, on nous a dit de venir chez vous pour manger des balaous. Alors ils viennent manger des balaous chez moi. Et les gens viennent de très loin pour déguster ces petits poissons. Je pense que chez nous, c'est un petit peu l'équivalent des petites sardines, quelque chose comme ça, je ne connaissais pas. Quelquefois, on prend quelques espaces de liberté, mais aussi de dégustation du balaou. D'ailleurs, on en a pris ce midi. Oui. Ah, ça se mange avec les doigts. Si tu fais ça, tu peux prendre les doigts. Là. Voilà, les 4 pinces. Voilà. Après le balaou, c'est l'heure de la petite sieste sympathique sur la plage de Grand'Anse. Voilà, bon repos à vous Hubert Bornil. Un petit clin d'œil avant de refermer cette édition aux enfants du centre de loisirs Matinique Cabé de Dillon qui sont venus nous rendre visite ce matin dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Vous voyez, ils ont pu visiter les locaux d'ATV, la rédaction que vous voyez, le plateau également sur lequel nous sommes et où ils étaient donc avec nous aujourd'hui. Voilà, belle ambiance ce matin dans les locaux d'ATV sur le plateau où je vous retrouve tous les soirs. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous d'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Je vous retrouve pour Anche Peia. A tout de suite.